S'il y a bien quelque chose qui est vraiment cool dans l'univers du PC, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. La personnalisation de nos machines passe par les performances, on va avoir des PC full noir, full blanc, mélangés, même bleu, rouge. L'esthétique est quelque chose de très important pour une bonne partie des utilisateurs qui veulent avoir quelque chose à leur goût, qui vont pouvoir admirer de temps en temps sur leur bureau. Et il y a souvent un élément auquel on ne pense pas, c'est la taille. Si vous êtes utilisateur averti, vous le savez déjà probablement, mais la plupart des gens ne savent pas qu'on a de la taille ATX, micro ATX, mini TX, on a également le ATX qui est le plus grand format, qui sont donc des formats de carte mère. Et ces cartes mères, elles doivent rentrer dans des boîtiers qui sont à leur taille. Par ordre de taille, on va donc avoir ATX, micro ATX et mini TX qui est le plus petit et qui est un format qui moi personnellement m'intéresse beaucoup. Je trouve ça super intéressant de pouvoir se monter des configs parfois très balèzes dans des petites tours comme ça, c'est vraiment super amusant. Et il y a quelques temps, il y a quelques semaines, Corsair m'ont annoncé un nouveau boîtier qu'ils allaient sortir en mini TX. Donc à partir de là, j'ai pris mon mal en patience, j'ai attendu de voir à quoi il ressemblait et à ma grande surprise, il me convenait parfaitement en termes d'esthétique. Donc Corsair m'ont demandé si je voulais le tester, j'ai dit oui évidemment et j'ai concocté une petite config que j'allais placer dedans aujourd'hui. Donc pour vous passer très rapidement les composants en revue, pour le processeur un 13700 KF, ça va être un PC qui va servir majoritairement pour du jeu mais également pour un petit peu le montage vidéo, donc il me fallait quelque chose de solide. Pour la carte mère, une petite Strix B760i Gaming Wi-Fi de chez ROG. Pour le refroidissement, on est resté chez Corsair, un petit IQ H110 Elite Capelli XT, c'est donc le nouveau modèle de chez eux, enfin nouveau, il y a juste qu'ils ont remplacé les ventilateurs par des nouveaux, les AF120, et le cache du waterblock a été légèrement redesigné, mais voilà, sinon c'est le même water cooling. 240 mm, donc bon, à la base moi je voulais mettre un 360 parce que vous allez voir que dans ce boîtier c'est possible, mais Corsair ont préféré m'envoyer un 240 par sécurité au niveau de la carte graphique. Quand j'ai fait le montage, j'ai pas vraiment vu ce qui aurait pu gêner avec un 360. Pour le water cooling, on m'a envoyé des AF120 RGB Slim, c'est donc une version qui est moins épaisse, histoire de gagner un petit peu de place en profondeur. Vous allez voir que le boîtier est vraiment assez fin, donc pour le coup, c'est bien de gagner un petit peu d'espace pour que tout ne soit pas trop entassé non plus. Pour la RAM, je ne l'ai pas ramené sur mon bureau là, donc je ne sais pas vous la montrer, mais c'est de la Corsair Vengeance RGB. 2x16 Go cadencé à du 5600 MHz en DDR5. Sur les cartes mini TX, on a que 2 slots pour la RAM. Pour le stockage, un petit SSD de chez Crucial, le P3. C'est pas un SSD qui a des vitesses folles non plus, hein. Je pense qu'on table sur 3500 en lecture et peut-être 3000 en écriture, principalement pour du jeu et un petit peu de montage, donc voilà, j'avais pas besoin de quelque chose de forcément très rapide en termes de vitesse, et celui-ci a l'avantage d'être pas cher, 1 Tera de stockage, c'est très bien. Pour l'alimentation, toujours chez Corsair, une SF120L, c'est une nouvelle alimentation, c'est du SFX, donc un mini modèle, c'est vraiment une toute petite alimentation, vous allez voir, qui est faite pour rentrer dans ce genre de boîtier, et bon 1000 watts pour du SFX, c'est quand même une belle performance, et ici on est sur une ligne qui est certifiée 80 plus Gold. Pour le boîtier, bon comme je vous l'ai dit, il est déjà monté, donc il pèse un petit peu, pas beaucoup, hein, ça reste un petit boîtier, mais il y a quand même quelque chose d'assez fat dedans, puisque oui, pour la carte graphique, j'y ai mis une RTX 4090, donc vraiment un gros monstre qui fait pratiquement la taille du boîtier en fait. Je voulais pouvoir faire une config qui soit costaud et surtout tester les limites de ce boîtier en termes de refroidissement, parce que vous allez voir qu'il est vraiment très particulier et vraiment conçu pour ça, c'est vraiment pas une grosse carte graphique qui peut l'arrêter. Et pour le modèle, j'ai tout simplement pris la 4090 qui était dans le PC Omen que j'ai reçu il y a quelques semaines, celui sur lequel j'ai fait une vidéo, et il en va de même pour le processeur, je l'ai récupéré dans ce PC. Donc le voici, vous pouvez voir qu'il est vraiment assez particulier et qu'il est vraiment très facile du coup à manipuler. Là il pèse un petit peu, donc forcément je peux pas le prendre à une main, mais on est sur un boîtier qui est vraiment tout petit, qui a des particularités assez étonnantes. Je vais vous montrer comment j'ai monté ce boîtier, je vais vous donner mon retour d'expérience sur le montage, est-ce qu'il a été agréable ou non, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est pas pratique, et par la suite on va enchaîner sur les benches pour voir un petit peu tout ce que ça vaut en termes de performance, et surtout est-ce que ça refroidit bien dans une petite machine comme celle-ci. Et évidemment on parlera prix, est-ce que ça vaut son prix, est-ce que ça le vaut pas, on en parle juste après.
Le montage est terminé, il m'a fallu à peu près 2 heures, enfin il m'a fallu 2 heures, hein, je le vois directement sur les enregistrements des caméras, donc c'est pas forcément long, surtout pour un boîtier dans lequel j'ai pas l'habitude de monter. Quand c'est des nouveaux boîtiers, si le châssis, si la structure change un petit peu de l'agencement, bah je peux mettre plus de temps que d'habitude. Je vous avoue que j'ai pas pris un énorme plaisir à monter dans ce boîtier, dans le sens où c'est assez compliqué, à la différence du NZXT H1V2 qui lui vient directement avec un IO et une aline qui sont pré-branchés, qui sont déjà bien dedans et avec les câbles qui sont passés là où il faut, c'est vachement plus facile et ergonomique. Ici, on part sur une base où il n'y a rien, il n'y a que le boîtier. Donc forcément, il faut comprendre par soi-même où peuvent passer les câbles. Je pense que chacun va un petit peu faire à sa manière. Moi, j'essaie de le faire comme j'ai pu. Je sais pas si c'est le plus opti. Il y a un moment où j'ai give up sur les câbles à la fin, voilà, tous les câbles de ventilation parce que ça m'a saoulé. Je pense très honnêtement que le système de câbles Corsair avec tous les trucs de Commander Core et tout ça, tous ces câbles propriétaires là, c'est pas du tout adapté à un boîtier comme ça. Il y avait déjà des hubs qui étaient dedans, mais du coup, où est-ce que j'allais brancher l'IO plus que j'avais pas de prise pour le Commander Core, enfin bref, c'était vraiment pas facile. On va dire que pour le cable management, il faut faire preuve ici d'un petit peu de créativité, un petit peu de jugeote, et surtout faire preuve de patience, chose que moi j'ai perdu à la fin, j'en ai eu marre. Donc tout ce qui est câble de ventilation, RGB et tout, je les ai mis un petit peu en boule, ils dérangent pas trop, là où ils sont au-dessus de la lime, et de l'autre côté de la ventilation de la lime, donc ça dérange pas non plus. Mais donc voilà, on va dire que point de vue cable management et même montage globalement, j'ai pas pris mon pied, chose qui a été le cas plusieurs fois sur des boîtiers Corsair, hein, j'ai bien kiffé monter dedans. Enfin, vous m'avez compris, hein, moi je suis pas monté dans le boîtier, mais j'ai aimé monter une config dans le boîtier. Ici, bah, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire, et aussi un petit peu pour l'expérience, pour la culture, mais ça m'a pas plu de ouf. Bref, on va arrêter de raconter nos vies, et je vais procéder au premier démarrage avec vous, parce que oui, je n'ai pas encore essayé. Normalement, s'il s'allume, il y aura du RGB à l'avant, donc on le verra directement. Ok, ça s'allume. Donc maintenant, on va aller voir dedans s'il n'y a pas une petite LED qui est allumée sur la carte mère. Je sais même pas si elle est debug LED sur cette carte mère. Je sais même pas si on va avoir grand chose en vrai à cause de l'IO. Eh bien non, c'est bon, je l'ai vu à travers le PC boot. Bon bah mission accomplie, je suis content. La seule chose en vérité qui m'énerve un petit peu, c'est d'avoir dû enlever cette backplate là sur la carte graphique. En vrai, pour le coup, elle sert pas à grand chose. Une backplate en plastique, je pense vraiment pas que ça a un réel intérêt. En tout cas, moi, à compter d'aujourd'hui, je démarre les tests de ce petit bébé, étant donné que je vais l'utiliser pas mal de fois, je pense. Hein. Je pense que quotidiennement, je vais devoir l'utiliser. Je me demande même si je vais pas remplacer ma machine de boulot par ça pendant un petit temps, voir ce que je peux en faire. Mais du coup, les tests, on va les démarrer ensemble puisqu'on va maintenant procéder au benchmark. Bon, je vous avoue que j'y suis allé encore plus léger que d'habitude au niveau des jeux parce que ici, l'intérêt c'était de voir comment se comportait la config, est-ce qu'elle tournait correctement, mais surtout, est-ce qu'elle accumulait la chaleur, est-ce que ça chauffait, parce que est-ce qu'il y a réellement besoin de faire des tests pour savoir qu'une config pareille, évidemment que ça performe de ouf. Donc moi, mon but ici, c'était juste de voir si je pouvais jouer tranquillement au jeu que je voulais sans que ça chauffe trop, sans que ça crache. J'ai effectué tous mes tests en 4K et en ultra. Une config pareille sur des AAA, il n'y a aucune raison de ne pas jouer en 4K, sauf si vous n'avez pas l'écran adapté. Et donc voilà, j'ai vraiment poussé les jeux au maximum et je dois dire que je suis plutôt content. Non seulement parce que oui, ça performe de ouf, c'est stable, mais en plus parce qu'au niveau des températures, je suis super bien. Au niveau de la carte graphique, en idle, je suis autour des 30-40 degrés grand maximum. Et en jeu, généralement, ça va être autour des 70 degrés. Plus qu'acceptable pour une config aussi bestiale et des performances pareilles. Elle me permet même de faire tourner le nouveau Zelda, hein, Tears of the Kingdom, sur émulateur, sur Yuzu, en 4K, tout à fond, avec 60 FPS constant. Bien entendu, ici, vous n'en voyez pas autant parce que j'exporte mes vidéos en 25 FPS. Et je précise que l'émulation, c'est illégal si vous ne possédez pas le jeu original. Moi, je possède l'original et je l'ai même déjà terminé. Pour terminer avec les températures de la carte graphique, j'ai laissé tourner le PC sur Combustor pendant un peu moins de 10 minutes et le maximum que j'ai accumulé en chaleur c'était 78 degrés, donc encore une fois pas très élevé pour un test pareil. Et enfin, point très important aussi, les températures du processeur. Donc ici je l'ai laissé tourner un cycle entier sur Cinebench R23 et en vrai les températures elles piquent un peu, hein. Vraiment en burn le processeur il prend cher. Pas loin de 100 degrés, c'est supportable pour le processeur mais c'est pas acceptable sur le long terme. Bon ici il faut dire qu'on est vraiment sur une utilisation du processeur qui se fait généralement sur des courts laps de temps. En jeu ça tape plutôt dans les 70-80 degrés, ce qui certes est un petit peu chaud mais c'est pas non plus dramatique. Les seules fois où je risque d'avoir du 100 degrés comme ici c'est par exemple en faisant du rendu vidéo pendant quelques minutes. Donc voilà, les températures sont ce qu'elles sont, moi ça me va, je ferai attention. Ça aurait été mieux avec un IO en 360, on n'aurait pas gagné 20 degrés mais ça aurait été un petit peu mieux. Et alors faut surtout pas oublier, hein, faut noter que le 13700K c'est un putain de barbecue. Le bordel c'est une plancha, tu peux faire griller un roast beef dessus. Ce boîtier est disponible sur le site Corsair au prix de 125€ pour la version sans ventilateur et 170€ pour la version avec ventilateur, à savoir qu'il est disponible en noir mais aussi en blanc. C'est peut-être un chouïa cher pour un boîtier qui est full plastique, mais voilà, le game du Mini TX c'est toujours un peu plus cher, hein. Et pour l'instant je vous mets des liens du site Corsair en description parce que sur Amazon il coûte beaucoup trop cher. Je trouve le boîtier totalement à mon goût. Il est super joli, comme ça en blanc, faut savoir qu'il est disponible donc en noir et en blanc. Il a beau être compact, chose qu'on attend d'un boîtier Mini TX, il y a quand même la possibilité de mettre une 4090 dedans. Je pense qu'elles ne rentreront pas forcément toutes, et surtout en fonction de la carte mère que vous allez mettre, hein, parce que clairement moi le problème que j'ai eu c'était pas le boîtier, c'était
c'était la carte mère. Mais voilà, même si la plupart du temps, quand on vous dit mini boîtier, mini TX, vous pensez à des trucs comme ça, genre des Intel Nuke, c'est pas forcément ce qu'on attend. Moi, je voulais pouvoir mettre une grosse config, une grosse carte graphique. Il le fait super bien, il embarque tout et surtout, il est compact. Je vais pouvoir le mettre où je veux. En plus, en termes d'esthétique, ça suit le design language de la série IQ de chez Corsair, donc 4000D, 5000D, 7000D qui me plaisent beaucoup. Sauf qu'ici, la différence, c'est qu'on va avoir des coins qui sont biseautés et ça le rend vraiment hyper canon. Si le boîtier avait juste eu voilà, des bords super plats, super nets, un petit peu comme le H1 de Shenzi XT, ça m'aurait moins plu. Les choses ont quand même été bien faites, faut le dire. Le positionnement de l'alimentation avec son aération, le positionnement de la carte graphique qui fait office d'extracteur direct, le positionnement de la I/O, bien que je trouve ça un peu chiant pour le remettre, ça aurait été mieux d'avoir une sorte de porte battante justement comme le H1, déjà pour que ça tienne plus facilement, qu'on puisse mieux agencer à l'avance ce qu'on va faire dans le boîtier et pouvoir le remettre dessus. Là non, durant le montage, il faut avoir le radiateur à l'extérieur, le fixer à la plaque et ensuite venir mettre de la plaque dessus. Je vous avoue qu'en plus de ça, c'est pas évident si votre boîtier il est pas à la verticale, parce que du coup les deux crochets dans lesquels on met, ça peut vite tomber et du coup il faut recommencer, c'est vraiment chiant. Mais voilà, cette partie là c'est un petit peu dommage, je trouve. Ça aurait été mieux une porte battante, mais ici ça fait le taf. Mais sinon, tout dans le positionnement des composants est bon pour qu'à l'intérieur il y ait quand même de l'espace, que ça puisse brasser de l'air et surtout il y a du mesh partout. Le seul endroit où il faut pas se laisser avoir, c'est que ici sur le dessus, certes il y a du mesh, à part peut-être pour laisser respirer le câble d'alim et les vis du boîtier, je vois pas trop à quoi il sert le mesh. Mais c'est quand même bien de l'avoir mis comme ça suit vraiment le reste du design du boîtier. Et ce mesh il fonctionne, vous avez pu voir les températures que j'ai eues, c'est excellent. Certes, l'i7 chauffe bien, mais le 13700K de base il chauffe bien. Mais sinon pour le reste, ça ventile et c'est bien. Je veux dire, les températures sont comme elles le sont, c'est-à-dire qu'une carte graphique qui monte à du 71 degrés et surtout une cale 1090, c'est pas bien grave. Mais surtout, vous avez pu le voir au niveau de l'accumulation. Quand j'ai fait le stress test sur Combustor, le maximum que j'ai eu c'est 78 parce que la chaleur s'est accumulée pendant quelques minutes, mais c'est tout. Et en jeu, pour arriver à une telle température, faut jouer à un jeu très costaud à fond et pendant des heures quoi. Donc non, je suis plutôt satisfait. Évidemment, c'est un petit peu plus bruyant qu'un boîtier standard étant donné qu'on a des ouvertures partout, donc qui laisse s'échapper le bruit d'absolument partout. Évidemment, ça balance de l'air chaud à foison dans la pièce où vous êtes selon la config que vous avez mis dedans, mais ça c'est normal. Justement, c'est mieux que l'air se retrouve dehors plutôt que dedans. C'est juste qu'en été, ça va un petit peu chauffer la pièce. Mais sinon, pour le reste, je trouve ce boîtier vraiment top. J'arrête pas de regarder par là parce qu'il est ici le boîtier. Si vous voulez du mini TX et quelque chose qui ventile bien avec une grosse config, c'est parfait. Donc voilà, malgré tout, bien joué Corsair, c'est un beau boîtier. Je vous mets des liens en description, ceux que j'aurais trouvé. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis. Déjà, est-ce que le mini TX ça vous intéresse et surtout, si vous êtes consommateur de ce type de carte mère, de PC, est-ce que ça vous intéresserait un boîtier comme celui-ci et surtout celui-ci? Si vous avez la moindre chose à dire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Kik, Instagram et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.